Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre en direct sur Canal Algérie pour la Semaine Éco, le rendez-vous hebdomadaire sur l'économie. Alors ce soir, nous parlons de l'Algérie. L'Algérie qui est en passe de concrétiser un développement significatif dans le secteur de l'industrie mécanique automobile, marqué par l'implantation de nouvelles usines comme celle de Fiat. On en parlait hier. La nouvelle usine Fiat inaugurée hier à Tafraoui à Oran s'engage à respecter le cahier de charge du ministère de l'Industrie et de la Production pharmaceutique algérien, qui stipule entre autres un taux d'intégration progressif de 30%. C'est une mesure qui vise à encourager la production locale et à réduire la dépendance vis-à-vis des importations. L'élément clé de cette stratégie est le développement d'un solide tissu de sous-traitance. Les entreprises locales sont encouragées à fournir des composants et des services nécessaires à la fabrication des véhicules, notamment celle de la marque Fiat. Ce réseau de sous-traitance contribue non seulement à atteindre le taux d'intégration requis, mais également à dynamiser l'économie locale en créant des emplois et en stimulant le développement des petites et moyennes entreprises et en assurant surtout une maîtrise de la technologie dans le domaine automobile. Voilà donc la thématique que nous allons développer et aborder ce soir avec mes invités que je vous présente bien sûr avec moi sur ce plateau. Monsieur Rachid Berchi, président de la bourse de sous-traitance et du partenariat de l'ouest du pays. Merci d'être avec nous et merci d'avoir fait le déplacement depuis Oran pour être avec nous sur ce plateau ce soir. C'est un plaisir, monsieur Zahir. Monsieur Mourdad Agoun, directeur central, président du secrétariat technique chargé du suivi du dossier des véhicules au ministère de l'Industrie et de la production pharmaceutique. Merci Monsieur Mourdad d'être avec nous ce soir sur ce plateau. Bonsoir, merci pour l'invitation. Et puis également avec nous le professeur Mohamed Achir, enseignant à l'université Tizi Ouzou, économiste et consultant de la chaîne. Merci Monsieur Achir d'être également présent avec nous sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Alors avant d'entamer le débat avec mes invités, d'abord on revient sur l'Algérie qui s'investit pleinement, on vient de le dire, dans l'industrie automobile avec l'ouverture de l'usine Fiat à Tafraoui. D'autres constructeurs ont concrétisé les mêmes projets. Alors quel impact sur le tissu économique local avec ce réseau de sous-traitance qui s'installe et qui s'agrandit peu à peu? On regarde cela en détail avec Malika Bellel dans ce compte rendu. Avec le lancement de l'usine Fiat et le projet du constructeur Chery à Bourj Bouarerij, l'Algérie s'apprête à faire son entrée officielle dans la production automobile. Aujourd'hui, le regard des responsables du secteur est tourné plus que jamais vers le développement du tissu industriel et des réseaux de sous-traitance. Il y a l'ouverture de plusieurs entreprises industrielles, des entreprises maintenant qui se spécialisent dans la fabrication. De ce fait, il y a un vivier important, c'est-à-dire à exploiter et à développer pour atteindre nos objectifs d'intégration nationale. Lors d'une récente intervention au Conseil de la Nation, le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, a révélé que 16 opérateurs avaient obtenu des autorisations pour la création d'usines de pièces détachées. Une annonce qui témoigne de la volonté de l'Algérie de développer le secteur de la sous-traitance automobile. Des entreprises algériennes ont également investi dans la fabrication de pièces de rechange destinées à l'industrie automobile pour investir le marché prometteur de la sous-traitance. Déjà, on peut commencer avec les 12 à 15% de taux d'intégration, selon les modes de calcul, anciens modes de calcul de taux d'intégration, avec une ambition d'atteindre, même certains constructeurs parlent de plus de 60%, et c'est ça qu'on veut. L'objectif, c'est pas uniquement de faire de l'intégration nationale, mais c'est d'avoir une forte valeur ajoutée et d'avoir, c'est-à-dire plus d'emplois à créer et plus de technologies à localiser localement. Alors, concernant la batterie automobile, notre produit, il a un taux d'intégration de 90%. Le taux d'intégration de 90% dû au recyclage des batteries usagées. Là, c'est une partie de l'intégration. La deuxième partie, c'est, comme vous voyez ici, on a intégré l'injection plastique, à savoir le bac et le couvercle et tout accessoire en plastique qui compose la batterie automobile.
Le secteur automobile en Algérie se trouve à un tournant. Le développement industriel et l'essor de la production automobile associé à la montée en puissance de la sous-traitance ouvrent de nouvelles perspectives pour le pays. Toutefois, des défis subsistent, notamment en matière de qualité, de normes internationales et d'attraction d'investissements étrangers. On a signé plusieurs des conventions, protocoles d'entente avec les constructeurs automobiles, c'est-à-dire y compris Renault, Stellantis, c'est-à-dire avec l'usine PCPA, et Volvo Truck, c'est-à-dire pour la construction des camions, et d'autres suivront, c'est-à-dire même d'autres constructeurs de marques chinoises qui ont fait appel à nous. Le développement réussi de la sous-traitance automobile en Algérie pourrait contribuer à renforcer la compétitivité de l'industrie nationale et à créer des emplois de qualité. Cependant, il est essentiel que les pouvoirs publics, les opérateurs locaux et les investisseurs étrangers travaillent de concert pour concrétiser cette vision. Alors, on est en train de parler d'une vision donc, qui a été tracée pour justement revenir sur cette industrie automobile et l'installer de manière pérenne en Algérie. Alors, je vous pose la question, Monsieur Mordalagoun, vous représentez justement le ministère de l'Industrie et de la Production pharmaceutique. Quels sont les principaux objectifs? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons un projet qui se concrétise, un projet important, celui de Fiat, donc au niveau de la zone de Tafraoui à Oran. Alors, quels sont les objectifs du gouvernement algérien dans ce sens pour encourager justement ces investissements dans le domaine automobile? Merci. Effectivement, ce projet-là, il représente le premier fruit d'une politique, d'une mise en œuvre d'une politique qui a été tracée depuis quelques années, notamment depuis la conférence nationale de 2021 qui a été présidée par M. le Président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, et à travers laquelle il a donné des instructions et des orientations sur la réorganisation du secteur de l'industrie en général. Juste après, une feuille de route a été tracée. Et il est toujours question d'instaurer une politique d'industrie pérenne, une politique d'industrie créatrice de richesse, une politique d'industrie créatrice d'emplois. Et nous vivons actuellement le premier fruit de cette mise en œuvre de cette politique. C'est vrai, l'industrie automobile, ce n'est qu'un segment d'un ensemble de secteurs, notamment l'agro-industriel, le textile et cuir, l'électrotechnique, la sidérurgie, etc. Et l'automobile qui fait partie d'une industrie mécanique qui est là pour qu'elle soit vraiment reboostée et vraiment relancée. Donc, l'industrie automobile est venue actuellement, le premier projet qui vient d'être concrétisé et sera suivi par d'autres projets qui viendront juste dans quelques... Est-ce qu'on peut avoir une idée sur les projets à venir? J'imagine que vous le dites si bien, il n'y a pas que l'industrie automobile, mais on va dire que tous les projecteurs se focalisent un peu sur cette industrie particulière et beaucoup d'Algériens attendent justement de voir quels seraient éventuellement les projets à venir après la concrétisation du projet Fiat. Tout de suite, je vous réponds, il y a plusieurs projets. D'ailleurs, tous les concessionnaires qui ont pratiquement eu les agréments pour les importations, ce n'est qu'une opération, temporaire. Ils vont tous être obligés de se diriger vers une industrie réelle, basée sur des bases solides de l'industrie qu'on connaît. Donc pour les autres projets, tout de suite je vous réponds, il y a dans quelques semaines le lancement du projet Chéri, que vous avez vous-même vécu la fois passée lorsqu'il avait déclaré le lancement de sa commercialisation. Donc c'est un projet ambitieux aussi. Il va être concrétisé d'ici début de l'année, pour l'année prochaine. Il y a d'autres opérateurs, notamment Hyundai, qui ont exprimé le besoin et de s'installer et d'instaurer des usines de production. Là, on parle de la marque Hyundai, la marque
sud-coréenne Hyundai. Ils ont exprimé leur besoin de s'installer en Algérie. Il y a une intention donc concrète. Il y a une intention concrète. M. le ministre les a reçus la fois passée. Il y a Gili aussi qui a exprimé sa volonté de s'installer en Algérie. Il y a Jack aussi qui est vraiment il est prêt à se lancer dans cette opération de production. Donc, pour nous, toute personne, tout opérateur qui est désireux s'installer, il est le bienvenu. D'autant plus qu'il est tenu de respecter le cahier de charge, le dispositif qui a été mis en place, ce dispositif qui est un petit peu différent de celui qui a été déjà connu auparavant. Ce n'est pas un dispositif basé sur des petites usines de montage simples, mais des usines qui ont vraiment, qui sont installées et qui ont à capter beaucoup plus de taux d'intégration que d'habitude, allant jusqu'à, vous avez annoncé tout à l'heure, jusqu'à 30% et on souhaiterait peut-être plus. C'est un taux progressif ? De manière graduelle. Oui. Donc le dispositif dit à la fin de la deuxième année, le constructeur sera redevable d'un taux d'intégration de 10%. Ensuite, il va passer jusqu'à 20% pour la troisième année et jusqu'à la cinquième année pour 30% et peut-être plus. Maintenant, vous avez dit tout à l'heure l'écosystème qui va entourer de ces entreprises, notamment les sous-traitants et les PME, etc. Donc, c'est le fruit d'une politique bien examinée, bien étudié, que le dispositif qui a été mis en place, il assure une équité dans l'investissement, c'est-à-dire le traitement des dossiers d'investissement. Tout opérateur étranger ou bien en partenariat avec un Algérien, et s'il est capable, se sent capable d'être là, à satisfaire les besoins des citoyens en termes de véhicules, de mise à disposition des véhicules, et là je parle de tout véhicule confondu, c'est-à-dire non seulement les véhicules de tourisme, mais les véhicules utilitaires, notamment les engins roulants, les motocycles, etc. Donc c'est une politique qui est mise en place. Si vous permettez, j'aimerais faire réagir M. Rachid Berchi. Alors vous êtes le président de la bourse de sous-traitance et de partenariat de l'Ouest, vous représentez donc les entreprises sous-traitantes. Est-ce que le nouveau cahier de charge qui a été qui est effectif, est-ce que la rigueur qui a été imposée dans ce cahier de charge vous rassure en tant qu'entreprise sous-traitante aujourd'hui, par rapport à des expériences passées, si on peut faire le comparatif? Oui, je peux être le témoin. C'est-à-dire, on a suivi le dossier de l'automobile depuis la première usine qui a vu le jour en Algérie. C'est-à-dire, depuis 2012, je suis dans le dossier de la sous-traitance automobile. Mais je crois que maintenant, c'est la bonne démarche. C'est-à-dire, si on voit l'ambition des constructeurs de venir en Algérie, et maintenant on compte 40 qui ont l'ambition de faire la vente en Algérie, et ils doivent impérativement passer à la production. Déjà, on se réjouit pour cette quantité de constructeurs qui viennent en Algérie. Je pense que c'est un signe positif, vu que maintenant même la loi la 22-18, c'est-à-dire la loi de l'investissement, elle est très interactive et attire beaucoup d'investisseurs étrangers, y compris les constructeurs automobiles. Maintenant, c'est-à-dire, on parle de préparation du tissu industriel et du tissu des sous-traitants. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. J'aurais aimé avoir votre avis sur le facteur rassurant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises algériennes qui veulent aller dans ce terrain de la sous-traitance, elles sont rassurées par les textes de loi et ce cahier de charge qui a été donc longuement maturé pour arriver à ce résultat aujourd'hui. Justement, pour vous dire, maintenant, j'ai dit, on a commencé depuis 2012, mais le climat, il a changé. Depuis 2019, depuis 2020, c'est-à-dire avec le blocage, et depuis la sortie du nouveau texte sur l'investissement et le nouveau cahier de charge qui régit la production de l'automobile, maintenant même une rassurance par rapport aux sous-traitants. On a déjà tout à l'heure vu les investisseurs qui ont déjà entamé leur investissement, même avant la première sortie du premier véhicule. Vous ressentez cet engouement? Bien sûr, bien sûr, c'est un signe positif. Il reste quelques lacunes et le gouvernement, c'est-à-dire même à leur tête, c'est-à-dire avec le ministère de l'Industrie, il est très attentif aux doléances des sous-traitants et on cherche toujours à améliorer le climat des sous-traitants.
Monsieur Achir, votre vision en tant qu'économiste, vous observez la scène. L'industrie automobile mécanique, c'est un pan. Quand on parle un peu de l'industrie en général, aujourd'hui on parle de l'industrie automobile. Est-ce que pour vous c'est un pas positif? Il est clair qu'il est positif, mais à quel point au niveau de son feedback pour nous, c'est-à-dire au niveau économique, mais aussi socio-économique aussi, parce que c'est un investissement qui sera bénéfique aussi pour notre PIB et notre revenu. Tout à fait. Vous savez que l'industrie automobile crée un grand effet d'entraînement pour plusieurs filières industrielles, étant donné que l'industrie automobile se base quand même sur plusieurs modules de fabrication. Donc il est à la fois vertical et transversal. Et il crée de la richesse, il crée de l'emploi. Et puis tout pays qui ambitionne une industrialisation, je pense qu'il doit passer par l'industrie automobile. L'Algérie était déjà dans l'industrie, bien sûr, du lourd, des années 70, l'industrie du matériel agricole également. C'était une révolution à l'époque. Oui, on avait une base quand même industrielle assez importante. Malheureusement, il n'y a pas eu quand même un effet cumulatif, l'accumulation dans l'innovation et l'industrialisation automobile et dans l'élargissement aussi des plateformes industrielles automobiles. Mais aujourd'hui, justement, nous avons remarqué que les pouvoirs publics ont beaucoup insisté sur ce dossier de l'industrie automobile parce que d'abord, il y a un besoin national qu'il faut satisfaire en industrie automobile, surtout le véhicule touristique. Donc actuellement, je pense qu'on a un déficit quand même d'environ d'1 million de véhicules touristiques. Plus un vieillissement un peu du parc automobile. Tout à fait. Donc ça fait 4 ans, 5 ans qu'on n'a pas eu quand même accès aux nouveaux véhicules. Ça d'une part, mais aussi la nouvelle vision, je pense, des pouvoirs publics par rapport à ce dossier d'industrie automobile est beaucoup plus axée sur l'intégration de l'économie nationale. C'est-à-dire, il n'est pas question effectivement de rester d'abord un marché d'importation, mais aussi de rester dans le montage sans créer d'effet d'entraînement pour l'industrie en général. Donc c'est pour cette raison que les pouvoirs publics veulent maintenant et se sont donné bien entendu le temps nécessaire par rapport à la confection du cahier des charges. Et maintenant justement c'est la phase de relance de ce dossier d'industrie. Donc il y a aussi une certaine quand même orientation et des avantages importants pour pouvoir attirer davantage des grands constructeurs. Et ça, on le relève d'ailleurs d'une manière générale dans l'amélioration du climat d'investissement dans notre pays à travers la loi 22-18 relative à l'investissement, mais aussi d'autres textes d'application et d'autres textes aussi qui ont quand même amélioré le climat d'investissement. Donc je pense que l'industrie automobile va créer une valeur ajoutée très importante pour notre pays. Et puis, on relève également dans les déclarations des pouvoirs publics ce vœu aussi d'y aller vers le marché africain, c'est-à-dire l'exportation de l'automobile vers des marchés africains. Et la position géographique de l'Algérie d'abord le permet, c'est un avantage, mais aussi on est dans la ZLECAf, donc ça c'est aussi un avantage pour faciliter l'exportation, ainsi que la construction donc, des voies de communication, de commerce avec l'Afrique. Donc tout ça, ça va également, disons, constituer un signal positif pour ces constructeurs étrangers afin de miser sur le marché algérien et sur la construction automobile en Algérie. Donc voilà un peu la vision, je pense, des pouvoirs publics par rapport à l'industrie automobile. Et il y a aussi un contexte, disons, mondial qui est peut-être relativement favorable aussi. Pourquoi ? Parce que nous sommes quand même dans une phase de raccourcissement des chaînes de valeur. Alors ce raccourcissement de chaînes de valeur donc, a créé une vague de relocalisation, non seulement des constructeurs, mais surtout de leurs équipementiers, de leurs sous-traitants, des fabricants des différents modules automobiles. Et là, donc, l'espace géographique
Donc l'Algérie, quand même, ouais. joue un rôle très important, avec bien entendu la remontée d'un certain nombre de filières aussi industrielles en Algérie, parce que tout ça, ça fait accompagner l'industrie automobile et les différents coûts avantageux. Donc avec cet effet de proximité, surtout avec l'Europe d'abord, donc ça peut susciter l'intérêt des constructeurs, que ce soit européens, mais aussi asiatiques, parce que même ce marché asiatique aussi commence à avoir une certaine saturation. Donc, ils cherchent encore d'autres espaces de fabrication pour pouvoir constituer des plateformes d'exportation vers d'autres espaces géographiques. C'est ce qui explique un peu l'intérêt que portent certains pays asiatiques, notamment pour le marché algérien. Monsieur Mortada Agoun, encore une fois, je reviens vers vous pour parler un peu des entreprises algériennes qui, justement, sont pleinement investies dans ce domaine, donc pour la création de ce tissu industriel, concernant l'industrie automobile en particulier. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Algérie a apporté des garanties en matière de qualité et de savoir-faire, et c'est ce qui a pesé dans la balance pour que des partenaires étrangers se présentent et investissent chez nous? Vous avez apporté ça sur le plateau des négociations, notamment avec Stellantis, par exemple? Pas spécialement en négociation. Vous savez que partons du principe de la liberté d'investir qui a été initiée par le Code de l'investissement. Liberté d'investir. Il y a aussi la garantie de stabilité réglementaire. Ça, c'est une deuxième garantie pour l'investisseur. C'est une assurance. Stabilité réglementaire, c'est-à-dire, c'est pas à chaque fois qu'on change des lois et des textes. C'est un engagement, donc. C'est un engagement des pouvoirs publics. Troisième des choses, c'est l'équité dans le traitement des dossiers. L'équité, c'est-à-dire il ne s'agit pas de choisir ou bien de sélectionner. Donc, c'est 3 points très plus simples. Et en plus, concernant les entreprises, et elles sont, j'allais dire, libres, et elles ont toutes les garanties nécessaires en termes de prise en charge de leur investissement sur tous les plans. La loi le dicte, c'est-à-dire en termes de transfert des fonds, ou en termes d'installation, de protection des installations, etc. Dans les cahiers de charge, il est différent par rapport au cahier de charge passé. C'est-à-dire, nous exigeons du constructeur de garantir un minimum, d'aller dire des éléments de garantie, entre guillemets. C'est-à-dire, voilà. C'est-à-dire, donc il faut qu'ils garantissent, c'est-à-dire une bonne qualité. Et lorsque je parle de garantir, c'est-à-dire avec engagement. Il ne s'agit pas de mettre à disposition un produit tout simplement. Non, il s'agit de s'engager à ce qu'ils mettent à disposition un produit, j'allais dire, de sécurité, c'est-à-dire qu'il répond aux normes mondiales de sécurité, de protection de l'environnement. Donc, c'est un paramètre qui a été sur le cahier de charge, je parle du cahier de charge. La protection de l'environnement, d'accord. Ensuite, lorsqu'il dépose sa lettre d'intention, il est exigé aussi qu'il donne et présente dans le dossier, j'allais dire, son plan stratégique de mise en œuvre sur minimum 5 ans. Quel est son plan stratégique de formation pour garantir une main-d'œuvre de qualité? Quel est son plan stratégique pour qu'il arrive? Vous savez bien qu'il doit arriver au bout de la 5e année, il doit passer à l'export. Comme vous l'avez dit, monsieur, tout à l'heure, il y a 1,2 milliard d'habitants en Afrique. Donc, c'est pas, s'il arrive à satisfaire 10%, soyez 10%, c'est 120 millions. Donc c'est la garantie, donc c'est pour essayer de mettre à disposition les moyens nécessaires. Ensuite, il faut qu'ils garantissent la formation permanente, la formation spécialisée, aussi bien pour l'ensemble des travailleurs de son usine, mais aussi des sous-traitants. En termes de volume horaire, qu'est-ce qui a été négocié par exemple avec Stellantis concernant la formation du personnel au niveau de l'Algérie, par exemple? La formation est la bienvenue, parce que la formation, vous savez qu'elle n'est pas limitée par des volumes horaires. Il y a la formation préliminaire déjà au début qu'il avait déjà faite, avant, parce que nous sommes, nous sommes exigeants dans ce sens.
il faut qu'ils présentent du personnel déjà formé au préalable, avant qu'ils déposent surtout le dossier d'agrément. D'accord. Donc la formation spécialisée. Et la formation est continue. Parce que vous savez que la technologie avance et il faut qu'il soit vraiment... sans parler du nombre j'allais dire, de personnes employées. C'est l'emploi, on parle de l'emploi. Mais sur le nombre a été donc... Sur la formation, et on est exigeant sur aussi l'avancée technologique. Parce que, tout à l'heure, monsieur a dit tout à l'heure, il ne s'agit pas de présenter un véhicule spécial Algérie. Il n'en est plus question. Donc c'est un véhicule aux normes internationales qui peut rouler en Europe, comme en Algérie, comme partout ailleurs. C'est très important. Oui. Et pour cela, il y a un certain nombre de critères sur lesquels, et lors de l'exécution de la mise en place, d'exécution de son exécution, il y a des fiches d'évaluation qu'on doit faire de manière périodique. C'est des commissions qui vont se déplacer et voir sur terrain, sur site, quel est le taux d'intégration qui a été réalisé, quelle est vraiment la stratégie à l'export, qu'est-ce qu'il est en train de faire cet opérateur. Donc nous sommes là, nous essayons de mettre toutes les garanties nécessaires en amont, avant qu'il puisse réaliser son investissement. Ensuite, il y a le suivi pour le respect de l'engagement. Et le respect de l'engagement, nous sommes très très sereins et très transigeants dans ce sens. Très bien. Monsieur Rachid Berchi, je vous pose la question à vous concernant les entreprises sous-traitantes. Aujourd'hui, il y a un gage de qualité qui doit être mis en avant pour que ces entreprises algériennes puissent se renforcer dans la maîtrise de leur activité et pour être justement dans ce créneau de sous-traitance avec des grands groupes comme Stellantis par exemple. Oui, bien sûr. C'est-à-dire maintenant, on ne peut pas jouer sur la qualité et après, il vient le côté économique, c'est-à-dire côté prix. C'est-à-dire, en parlant de la qualité, c'est les mêmes standards internationaux. Maintenant, un sous-traitant en Algérie qui doit être homologué, il doit avoir les mêmes standards internationaux et c'est ça qu'on cherche. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets, par exemple, sur les entreprises qui ont été retenues notamment pour ce projet et leurs produits avec... C'est-à-dire, je peux pas... C'est-à-dire, maintenant, actuellement, par exemple, si on parle de Stellantis, il y a déjà 23 sous-traitants qui sont sélectionnés, retenus. 23 sous-traitants algériens retenus pour ce projet. Retenus, c'est-à-dire il y a des sous-traitants qui ont travaillé déjà auparavant avec... d'anciennes expériences notamment. D'anciennes expériences. Et heureusement qu'on a pu retenir la majorité, c'est-à-dire il y a quelques-uns qui ont quitté le marché algérien ou bien ils ont fermé leurs portes vu les 5 ans de blocage. Mais heureusement que la grande majorité, elle est restée, elle a résisté à cette période. Et maintenant, c'est les élites, ce sont les entreprises élites qui donnent l'exemple. C'est-à-dire, même nous, c'est-à-dire, on accompagne les entreprises. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Ça veut dire quoi, élite? C'est-à-dire les entreprises élites? C'est les entreprises qui vont donner, c'est-à-dire... Leader, peut-être? Leader, bien sûr. C'est les entreprises leaders qui donnent l'exemple, c'est-à-dire sur la tendance, sur la qualité. Et même, ils vont donner un petit peu l'envie d'investir en Algérie. C'est comme des locomotives qui vont un peu inciter les autres... Bien sûr. C'est-à-dire, si on parle de ça. Alors, pour revenir à la qualité, elle est irréprochable. D'ailleurs, un sous-traitant, il passe sur plusieurs phases de contrôle. Il y a la présélection, il y a des audits financiers, audits techniques, sa capacité technique. Et après, il passe à l'homologation du produit lui-même. Et après cela, c'est-à-dire, il va commencer à produire. C'est-à-dire, c'est toute une chaîne de contrôle et d'audit avant d'arriver au stade pour garantir la qualité. Qu'est-ce que le tissu industriel algérien peut apporter, par exemple, pour le projet Fiat, concrètement, en termes de produits automobiles? Par exemple, en parlant de produits. De produits, oui. Par exemple, pneumatiques, peut-être, oui. Oui, si on parle, certains sous-traitants, ils sont déjà connus. Par exemple, le pneumatique, les pièces en plastique, les batteries, le vitrage. C'est-à-dire normalement aussi, c'est-à-dire on peut faire même le vitrage, mais on a l'ambition de faire d'autres pièces. Par exemple, ici en Algérie, on peut arriver même à l'extampage des pièces en métallique et même d'autres pièces de technologie, pourquoi pas. C'est-à-dire, sauf
certaines pièces que les constructeurs considèrent comme des pièces critiques de sécurité qui doivent passer par plusieurs tests avant d'aboutir à l'homologation, des homologations qui peuvent arriver jusqu'à 5 ans. Mais d'ici là, c'est-à-dire le processus commence maintenant. C'est-à-dire d'ici là, c'est-à-dire ils peuvent intégrer les pièces automobiles d'ici 5 ans, c'est-à-dire pour atteindre les taux élevés, c'est-à-dire de 30% et plus. Et l'ambition de certains constructeurs, ils parlent même de plus de 50% d'intégration. Justement, il y a la déclaration du président directeur général de Stellantis lors de l'ouverture de l'usine qui avait parlé même d'arriver à un taux d'intégration de 30% dans... Rapidement, oui. Rapidement. Je peux confirmer ça. C'est-à-dire que l'étude a été déjà faite et que... Si on parle maintenant, c'est-à-dire des sous-traitants, et d'ailleurs dans le reportage déjà je l'ai déclaré, c'est-à-dire actuellement avec les anciennes méthodes de calcul de taux d'intégration, c'est-à-dire on est arrivé à 11% d'intégration, c'est-à-dire existant. Je ne parle pas de premier véhicule Stellantis, parce que chacun il a sa politique. Oui. Mais je peux faire l'assurance, c'est-à-dire chaque constructeur cherche à intégrer plus. Et c'est ça que même l'État algérien le cherche. C'est-à-dire c'est du gagnant-gagnant. C'est-à-dire il y a un aspect économique plus qu'un aspect politique. C'est-à-dire la politique, elle est à part. Je remercie l'État pour la rigueur et nous avoir fait ce code de l'investissement, bien sûr, c'est-à-dire qui a donné plus d'avantages, et même le décret, c'est-à-dire qui régit le cahier de charge de l'automobile, fabrication automobile, qui est très rigoureux sur la sous-traitance, et pour une raison, c'est pour drainer plus d'entreprises. C'est une industrie structurante qui va drainer beaucoup, c'est-à-dire elle va prendre avec elle beaucoup de sous-traitants, beaucoup de tissus économiques, et même la technologie. Point de vue technologique, on est appelé à se développer et à suivre la tendance. Très bien. Monsieur Hachir, c'est une décision importante, stratégique, de relancer un peu le secteur de l'industrie mécanique automobile. C'est une décision qui a permis de sauver tout un tissu industriel, notamment dans la région de l'Oranie, comme on vient de le voir avec l'usine Tafraoui. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est important de soutenir, de voir que l'État algérien est dans ce constant besoin de soutenir ces PME, si j'ose dire? Beaucoup ont, malheureusement, comme l'a dit notre ami Berchi, ont dû fermer de manque peut-être d'activité. Très peu. Et voilà, donc aujourd'hui, est-ce que c'est important pour ces entreprises de se sentir soutenues pour continuer à travailler et se développer? Oui, bien sûr, d'autant plus que nous avons maintenant l'arrivée des constructeurs. Donc aujourd'hui, on est avec Fiat et il y a d'autres constructeurs qui vont arriver s'installer en Algérie. Pourquoi les constructeurs? Parce que les constructeurs, quand ils sont implantés dans un pays, donc c'est à partir de là qu'on peut réellement se positionner par rapport à une stratégie nationale de sous-traitance. Oui. La sous-traitance industrielle, automobile, est très complexe et très très porteuse aussi de valeur ajoutée, d'emploi, et crée en elle-même un autre effet d'entraînement pour toute l'industrie, que ce soit dans la plasturgie, dans l'électronique, dans l'électricité, dans le cuir, etc. Donc dans l'acier plat, tout, ça crée un grand effet d'entraînement. Maintenant, donc, voilà, il y a par exemple, si on prend juste cet exemple de constructeur italien, Fiat, donc il faut s'attendre maintenant d'abord à une stratégie de la part des différents sous-traitants, mais aussi un effet d'entraînement qui va être créé par le constructeur lui-même, Fiat, le constructeur Fiat. Comment? D'abord, l'intérêt pour l'économie algérienne, c'est que quand on a une firme multinationale, donc ça nous facilite l'intégration dans les chaînes de valeur internationales. C'est-à-dire, c'est une porte d'abord, parce que quand on a un fabricant d'un composant ici en Algérie, il faut aller homologuer par Fiat, donc il a tout un réseau de distribution à l'international aussi. Et c'est l'objectif, parce que, sachant que même si on aura jusqu'à 90 000 véhicules, mais ça reste toujours peu pour un fabricant d'un composant.
Pourquoi je parle de stratégie? D'abord, la construction automobile aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, mais depuis au moins quelques décennies, et elle a adopté une nouvelle stratégie d'externalisation de la fabrication. Ce qu'on appelle la décomposition modulaire de la fabrication. On estime d'ailleurs même dans certains constructeurs 70 à 80% du coût de fabrication du véhicule qui est fabriqué à l'extérieur du constructeur. Et ça, justement, c'est pour cette raison que les pouvoirs publics, ou bien la politique industrielle adoptée par l'Algérie, a beaucoup insisté sur l'intégration et sur, justement, la nécessité de donner la chance à des entreprises PME, PMI, en Algérie, pourquoi pas aussi, ces constructeurs ramènent avec eux des équipementiers et des entreprises. C'est-à-dire qu'ils vont drainer bien sûr, ils vont drainer avec eux, oui. Donc, sur maillage industriel. Et c'est ça, justement, qui va créer une véritable croissance dans ce secteur. Et à partir de là, donc, bien entendu, il faudrait une stratégie, parce que la sous-traitance, puisque c'est jusqu'à 80% du véhicule, il est fabriqué par des sous-traitants, des équipementiers. Mais là aussi, on peut avoir un équipementier qui travaille avec une dizaine, voire plusieurs aussi sous-traitants. Donc c'est pour cette raison qu'il faudrait maintenant justement un positionnement stratégique de la part des PME, PMI algériens, qui sont déjà dans un peu les branches qui se rapprochent de l'industrie automobile, pour choisir d'abord ce qu'on appelle les composants stratégiques. Est-ce qu'ils vont être dans ce qu'on appelle les macro-composants, les méso-composants ou les composants? Sachant que quand on est dans les macro-composants, donc cela demandera bien entendu des investissements très importants, un accompagnement très important de la part du constructeur, parce qu'il y a de la recherche et développement, il y a quand même, c'est-à-dire une technologie importante. Et on peut commencer déjà avec une stratégie de composants et de méso-composants, avec une intégration, bien entendu, horizontale et verticale, avec le constructeur, et c'est là où justement intervient la capacité de négociation. Donc de négociation et aussi comment un pays, c'est-à-dire mis en avant d'abord ses avantages. C'est-à-dire les avantages, si on prend l'Algérie par exemple, nous avons quand même des avantages. Parce que pourquoi il y a externalisation de la fabrication, de la construction automobile, si on quête de baisse des coûts de production. C'est-à-dire, par exemple, les coûts de l'énergie qui sont moins chers. De main-d'œuvre, oui. C'est très important. Mais aussi, si on quête de marchés qui ouvrent un peu des perspectives de grands marchés d'exportation, par exemple. Et aussi, il y a l'effet de la proximité. Donc, l'effet de la proximité, c'est pour cette raison que j'ai dit tout à l'heure qu'avec le raccourcissement des chaînes de valeur, donc là, l'Algérie a une position géographique stratégique, surtout avec les constructeurs européens et avec la perspective d'un grand marché africain qu'il faut alimenter. Très bien. Monsieur Mourtada Agoun, on a compris un peu l'intérêt économique de cette décision et de ces nouvelles installations qui vont arriver bientôt, Inch'Allah. Mais pour beaucoup d'Algériens, il y a aussi le besoin de connaître qu'est-ce que cela va impacter sur leur quotidien. C'est-à-dire aujourd'hui, la voiture est devenue un produit de luxe pour beaucoup de personnes. Je sais que c'est un peu tôt pour en parler. Est-ce qu'aujourd'hui, avec l'ouverture de ces usines, on peut envisager éventuellement de voir un peu un véhicule beaucoup plus accessible pour le citoyen lambda? Tout d'abord, permettez-moi de rajouter en 30 secondes un petit peu sur ce que vous avez dit tout à l'heure sur la sous-traitance. Oui. La sous-traitance, pour nous, les pouvoirs publics, ils ont mis un armada de textes, notamment la loi 1702 portant orientation sur la petite et moyenne entreprise, qui a vraiment mis une grande part pour la sous-traitance.
pour l'accompagnement. C'est-à-dire les pouvoirs publics sont là pour accompagner le sous-traitant. Ça, de un. Deux, il faut aussi qu'au niveau du sous-traitant lui-même, la culture, il faut qu'il y ait une certaine culture de sous-traitance. Il ne s'agit pas d'une délégation, d'un acte, bien d'une prestation de service, d'un donneur d'ordre à une personne. Il s'agit d'un engagement très important, parce que pour être sous-traitant, il faut qu'il remplisse un certain nombre de conditions, notamment le savoir-faire, ça c'est binaire. C'est une évidence, oui. La formation continue. Et, en plus de ça, le plus important, c'est d'assurer une garantie et d'assurer une disponibilité. Parce que lorsque un constructeur s'engage dans une chaîne de production pour 100 000 véhicules, il faut que le sous-traitant le suive. Il faut qu'il garantisse qu'il va lui donner ce nombre exactement. Il ne s'agit pas de petites... C'est pour ça que des sous-traitants doivent être formés dans ce sens. C'est pour un petit peu... C'est une petite parenthèse. Voilà. C'est pour cette raison que j'ai parlé de la nécessité de se positionner stratégiquement sur la catégorie de sous-traitants. Exactement. Est-ce que ça sera dans le composant, le mésocomposant et carrément dans le composant, le module complet. On va laisser M. Berchi réagir, parce que le débat s'anime autour de cette question. Mais je reviendrai vers ma question tout à l'heure. Pour dire, même la compétitivité, en voyant qu'il y a 40 constructeurs qui ont déjà postulé pour la vente des véhicules, et prochainement ils vont entrer dans la production. Actuellement, avec les promesses déjà, c'est-à-dire des constructeurs qui ont déjà annoncé qu'ils vont fabriquer une quantité, on peut dire dans 3 ans ou 4 ans, c'est-à-dire horizon 2028, on peut atteindre les 500 000 véhicules. Et c'est ça que Alors, vous annoncez un chiffre 500 000 véhicules d'ici 2028. Oui, ça, selon les déclarations de chacun. De chaque constructeur qui a déclaré qu'on va faire des quantités. Si on veut compter Chery qui a dit 90 000, Imin Auto à 50 000, Stellantis à 100 000. Si on fait le calcul, on avoisine les 500 000. Ça, c'est un engagement qu'ils ont fait envers l'État. C'est-à-dire, d'ici 3 ans, c'est-à-dire, ils doivent atteindre ce chiffre. Alors, pour cela, c'est-à-dire, le sous-traitant, c'est ça le plus attractif pour le sous-traitant. Parce que de ce chiffre, il peut s'engager à suivre la tendance et à répondre aux besoins du constructeur. Investir bien sûr, aussi investir. dans de l'équipement, dans du savoir-faire. Investir même dans la formation, dans la technologie. Parce que le sous-traitant, il commence un sous-traitant primaire, on dit un sous-traitant primaire, c'est-à-dire de stade primaire, il va faire uniquement la pièce que le constructeur lui demande. Mais s'il y a une grande quantité à fabriquer dans le marché, et même avec les promesses, par exemple, hier, le PDG de Stellantis, il a déclaré que même la plateforme, prochainement, la plateforme, elle sera ouverte même pour les sous-traitants locaux. Et c'est une bonne nouvelle pour nous. Et c'est ça qu'on cherchait, c'est-à-dire non seulement exporter par des engagements de l'État. Mais que les sous-traitants algériens soient intégrés dans la plateforme. Pas uniquement exporter des véhicules qui seront fabriqués en Algérie, qui seront normalement moins chers que le marché international vu les critères de référence, c'est-à-dire les avantages qu'il y a en Algérie, c'est-à-dire le coût de la main-d'œuvre, la technologie, l'énergie, sa position géostratégique, c'est-à-dire tout ça, c'est des avantages que l'Algérie offre aux constructeurs. Alors, vous n'avez pas parlé de cela, mais c'est la réalité. Les constructeurs, s'ils viennent ici en Algérie pour s'installer, parce qu'il y a tous les avantages, et même la stabilité politique, la stabilité réglementaire. Ils viennent pour faire du business. Bien sûr, c'est gagnant-gagnant. C'est ça. Et en même temps, ça donne du travail aux sous-traitants, parce qu'un sous-traitant avec une quantité de 100 000 véhicules, je ne pense pas qu'il va investir beaucoup. Mais s'il a une quantité sur le marché de 500 000, là, il peut se positionner, dire oui, je suis prêt à fabriquer une telle pièce et même développer la technologie. Même les grands équipementiers, ils vont postuler pour venir en Algérie parce qu'il y a du travail. Je vais encore ouvrir une petite parenthèse avec vous, Monsieur Berchi. En termes de contrôle qualité, c'est-à-dire aujourd'hui, un sous-traitant algérien, quand il sort un produit qui doit être, par exemple, intégré dans un projet automobile, qui fait le contrôle qualité? Est-ce que c'est le fabricant lui-même ou alors il y a d'autres mécanismes qui doivent... Bien sûr, le mécanisme il est clair. C'est-à-dire, si on va sur l'industrie automobile et si on va à l'échelle, au standard international,
Il y a le contrôle qualité interne par le sous-traitant lui-même, c'est exigé par le cahier de charge. Et il y a les contrôles externes, bien sûr. C'est tout à fait normal. Et les standards de qualité, ils sont irréprochables. Ils doivent pas, c'est la même pièce qui est fabriquée en Algérie ou bien ailleurs, c'est-à-dire en Europe ou bien d'autres pays tiers. C'est la même chose et c'est ça l'avantage. Maintenant, c'est-à-dire le niveau technologique et le niveau de maturité des entreprises, c'est-à-dire locales, c'est-à-dire ils vont arriver au standard international. Et c'est ça que l'État algérien cherche, c'est-à-dire c'est remonter un petit peu les standards, remonter la compétence des entreprises algériennes, elles deviennent des entreprises championnes. Exact. Et de ce fait, elles peuvent intégrer les chaînes de valeur mondiale. Et même point de vue les avantages concurrentiels, c'est-à-dire qui donnent le marché algérien, normalement, c'est-à-dire on rentre facilement sur la chaîne de valeur mondiale. Et on pourrait même envisager peut-être dans un avenir proche de voir des sous-traitants algériens devenir équipementiers et fournir peut-être des constructeurs à l'étranger. C'est ça l'objectif. Parce que si on est à rentabilité, elle est irréprochable. On devient concurrentiel. On est concurrentiel. On peut devenir, c'est-à-dire fournisseur des chaînes logistiques mondiales, c'est-à-dire européennes ou bien même en Afrique. Eh ben, si vous permettez, j'aimerais revenir sur la question. Parce que j'imagine que beaucoup d'Algériens nous regardent et ils sont friands de connaître un peu l'avis du ministère de l'Industrie, notamment l'avantage d'avoir des unités de production automobile en Algérie. Cela va certainement impacter bien sûr le prix de la voiture qui va donc sortir de l'usine notamment à Oran, par exemple, à Tafraoui. Est-ce que cela est envisageable, peut-être à court terme, peut-être à quel terme, pour donner une visibilité pour nos téléspectateurs? Effectivement, il est envisageable de voir de vivre vivre cette situation. Et Inch'Allah, dans quelques, peut-être maximum, je parle avec réserve, peut-être le premier semestre. Hein. Peut-être le premier semestre. Je vais essayer de m'expliquer. Premièrement, donc, c'est facile, on peut dire que c'est facile d'arriver premier, mais c'est difficile de se maintenir premier. C'est-à-dire, la compétitivité n'est pas donnée à tout le monde. Effectivement, je peux maintenant, dans une situation X, je suis là, je vous offre un produit. Mais il se pourrait que dans quelques jours ou dans quelques semaines, il y aura d'autres facteurs exogènes qui entrent en jeu, notamment facteurs concurrentiels. À ce moment-là, je pourrais maintenir, je ne pourrais pas maintenir. Là, serait la question. Maintenant là, je parle de la compétition. Donc, effectivement, le prix, d'ailleurs, difficilement de dire que le prix est arrêté et fixé de manière administrative. Le prix, tout le monde le sait, en termes économiques, c'est l'expression monétaire de la valeur du produit. Maintenant, le prix est déterminé par deux variantes, deux critères importants. Premièrement, c'est la composante, puis la structure des coûts. C'est pour ça qu'il est question d'avoir un minimum de coûts, et bien sûr le marché. Donc, je pourrais mettre à votre disposition un produit qui a moindre coût, mais il se pourrait aussi, malgré qu'il est un petit peu, j'allais dire, il n'est pas cher, mais que peut-être il ne sera pas accepté sur le marché. Donc, c'est deux critères très importants. Est-ce que le fait d'avoir une multiplication, par exemple, de marques, bien sûr, va... C'est le jeu de la concurrence. Oui. Le jeu de la concurrence. Et on souhaite, en tant que pouvoir public, arriver à une situation et que le citoyen puisse arriver à l'embarras du choix. Il faut qu'ils choisissent. Ça serait l'idéal. Bien sûr. Il faut qu'on arrive un jour par exemple, à avoir des promotions de la part des constructeurs et des concessionnaires. Vous vous rappelez peut-être à un certain moment, oui, tout le monde, le mois de décembre, vous propose des véhicules pour qu'elles soient immatriculées pour l'année 1+1. Exact. Et c'est très important. Il faudra avoir un véhicule en 2023, pas comme avoir un véhicule en 2024, c'est-à-dire immatriculé 24. Ça, c'est... Maintenant, autre chose. C'est pour ça que les pouvoirs publics ont commencé par la concession. C'est pour essayer d'apaiser la tension sur un petit peu l'offre qui n'est pas, j'allais dire, qui est limitée. Mais la demande, elle est très importante. Inexistante, si ce n'est inexistante. Pas inexistante, effectivement. Il y avait des facteurs de blocage qui faisaient que, voilà. Donc, il y a été, depuis 5 ans, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, le parc est appelé à être changé, etc. Maintenant, le plus important pour nous, c'est d'avoir des véhicules à la disposition du citoyen à un prix, j'allais dire, abordable.
un prix abordable pour toutes les catégories et pour toutes les catégories de population. Mais le plus important, c'est l'effet domino qui va créer ce prix pour les véhicules neufs. C'est les véhicules anciens, c'est les véhicules de 2000, de 5 ans, c'est l'effet domino. C'est-à-dire cette flambée, cette bulle automobile, si j'ose dire, bulle des prix automobiles qui a franchi des seuils fous. Voilà. On verra cela donc baisser peut-être graduellement à la faveur de l'installation de ce genre de vie. Nous sommes en train de vivre actuellement de plusieurs sources que les prix commencent à baisser. Et j'allais dire des seuils très importants. C'est-à-dire on a même parlé de 25% par rapport au prix. Donc au fur et à mesure, on va vivre une situation normale qui répond à l'offre et à la demande, c'est-à-dire à la donne du marché. C'est pour ça que, il se pourrait un jour, et nous sommes sûrs d'y arriver, que le citoyen puisse trouver ce qu'il cherche. C'est-à-dire s'il cherche un véhicule neuf, il l'aura, il trouvera. S'il cherche un véhicule de moins de 2 ans, il le trouvera. Si un véhicule de moins de 3 ans, etc., les prix seront vraiment à la portée de tout le monde. C'est pour ça que nous insistons sur le fait de continuer dans cette lancée. Et juste après, chaque fois qu'un opérateur, constructeur s'installe, il y a un effet positif pour la demande. Pour le marché, pour la demande. Voilà. Monsieur Bachir, votre avis sur la même question? Moi, la même question, c'est-à-dire, moi, je parle côté constructeur. C'est-à-dire, s'il y a plus d'offres de constructeurs et le prix des pièces entrant dans la fabrication, et de moindre coût. Bien sûr, moins de coûts, c'est-à-dire avec les avantages, bien sûr, il faut appliquer les avantages même pour les sous-traitants, c'est-à-dire on doit accompagner les sous-traitants pour qu'ils deviennent compétitifs même sur les prix et c'est-à-dire l'offre de leurs pièces. Est-ce que c'est déjà le cas? Est-ce qu'il y a un accompagnement et peut-être... ce qu'on cherche, c'est-à-dire actuellement, je pense que l'État a commencé à régler le problème des constructeurs. Il y a certains décrets, il y a le décret sur la sous-traitance, il a déjà cité M. Agon, c'est-à-dire le décret sur la sous-traitance qui sortait, mais maintenant on attend l'application et maintenant c'est le moment de faire l'application de décret de la sous-traitance qui accompagne, qui donne des avantages pour les sous-traitants. Par exemple, les avantages, si on peut citer... l'exonération des taxes sur l'importation de matières premières, parce que sachant que la plupart des matières premières qui entrent dans la fabrication des pièces sont importées, c'est des intrants. Oui. C'est-à-dire, s'il n'y a pas un accompagnement de l'État dans ce sens, c'est-à-dire les pièces, ils ne vont pas être compétitifs par rapport au marché international. Et c'est pour ça, l'État, je pense, elle a déjà incité, c'est-à-dire même demandé, et c'est-à-dire on remercie même Tossiali, c'est-à-dire il a déjà entamé la fabrication de la tôle, de l'acier plat. C'est un très grand plus pour l'industrie automobile. Je pense même les constructeurs s'y viennent, parce qu'il y a un fabricant de l'acier sur place, ce qui va donner un plus, même l'avantage que cet acier sera compétitif par rapport au marché international. Par rapport à ce qui est importé. Donc, si je comprends bien... C'est une économie d'échelle, c'est-à-dire moins de coûts dans la fabrication des pièces, c'est de moins de coûts sur la construction de l'automobile, et c'est un produit qui sera, c'est-à-dire présenté aux consommateurs algériens à moins de coûts. Et je rappelle encore une fois que vous êtes, en tant que représentant des entreprises sous-traitantes, vous attendez donc le décret sur la sous-traitance pour qu'il soit appliqué avec tous les avantages qui... Il n'y a pas que cela, c'est-à-dire il y a même l'accompagnement sur la formation des sous-traitants, c'est-à-dire la mise à... c'est-à-dire lever des compétences, et je pense qu'il y a des agences, il y a des fonds spécialement, c'est-à-dire pour accompagner les entreprises. On demande maintenant que ça sera appliqué pour monter en performance des entreprises. Et votre appel sera, j'espère, écouté très vite. Très bien, merci. Du coup, du point de vue que, voilà, aujourd'hui, nous avons des usines, enfin, la première usine est installée déjà. Monsieur Hachel, on va terminer avec vous, notamment sur la question de l'impact des prix et notamment sur l'avantage que pourrait apporter ce genre de projet pour d'abord nos concitoyens et aussi pour l'économie locale. Oui, donc les prix, c'est une question surtout de l'offre et de la demande et de concurrence. Donc quand il y a une offre, il y a le choix. Et quand aussi avec ces véhicules neufs,
avec une pièce détachée disponible, parce que c'est très important. Avec le service après-vente, tout ça, c'est dans un peu le cahier des charges. Tout ça, ça va créer quand même, ça va faire baisser les prix du véhicule d'occasion. Ça, c'est sûr. Maintenant, pour l'économie locale, effectivement, parce que les pouvoirs publics, justement, veulent avoir une politique industrielle qui a un impact économique et social. Surtout la création de richesses et la création d'emplois et la diversification des exportations. C'est les objectifs qui sont tracés. L'économie locale, justement, puisqu'on parle de la sous-traitance, donc généralement, les constructeurs automobiles, quand ils travaillent avec des sous-traitants, des équipementiers, ils préfèrent un effet. Il n'y a pas que les économies d'échelle en termes, bien sûr, de baisse des coûts, etc., mais il y a aussi ce qu'on appelle les externalités positives qui sont dégagées par l'organisation spatiale de la production. Et cette organisation spatiale de la production, elle est justement formée par le maillage qui est créé par des sous-traitants. Donc il y a c'est-à-dire dans la politique d'aménagement du territoire et du développement local, donc il y a lieu aussi, je pense même dans la loi de 22-18 sur l'investissement, il y a une certaine orientation vers la création des chaînes de valeur locales, etc., pour même créer un peu de, c'est-à-dire valoriser certaines régions avec des avantages assez importants, mais aussi il y a cette orientation qu'il faudrait prévoir pour pouvoir créer des pôles de compétitivité ou bien des clusters qui vont développer certains territoires et qui vont, pourquoi pas, spécialiser dans cette industrie automobile. Merci à vous, messieurs. Le sujet est tellement vaste qu'on aurait pu prendre encore 1 heure, mais le temps arrive à la fin donc, pour cette émission. Merci encore une fois d'avoir été avec nous. Je rappelle M. Rachid Berchi, président de la Bourse de sous-traitance et du partenariat de l'Ouest. Merci d'avoir été avec nous, M. Berchi. Merci. M. Mourdad Agoun, également directeur central, président du secrétariat technique chargé du suivi du dossier des véhicules au ministère de l'Industrie et de la production pharmaceutique. Merci d'avoir été également avec nous ce soir. Merci à vous aussi. Et puis, M. Achir, Mohamed Achir, professeur enseignant à l'université Tizi Ouzou, économiste et consultant de la chaîne. Merci encore une fois d'être avec nous, nous avoir éclairé aussi sur ce sujet qui est l'industrie donc automobile. J'espère vous avoir éclairé avec mes invités ce soir sur ce sujet, avec l'actualité bien sûr et l'ouverture de l'usine Fiat à Tafraoui. Merci encore une fois d'être avec nous, d'avoir suivi donc cette émission et très bonne soirée à tous.